Et aujourd'hui, Wesley, on va parler d'un sujet dont on parle énormément dans le monde entrepreneurial, c'est le focus. Qu'est-ce que vous faites sur un épisode 5 alors que vous n'avez pas écouté le reste? Non mais c'est incroyable. Faire une très bonne première impression, tu vas bien aborder la personne et être naturel dès le début, être à l'aise. Ça va avoir un impact énorme sur le reste de l'interaction. Voilà, moi tu vois, j'étais un petit peu comme l'enfant qui reçoit un mail de son fan. Elle me dit: «Wesley, pourquoi il y a autant de boutons? Moi, je veux juste lancer le four, quoi, tu vois? J'ai pas envie de sécher la vaisselle, quoi, tu vois?» Je me rappelle une expérience terrible où genre à un moment ma télé a eu un filtre rose par-dessus, tu vois. Le central dans ma vie, dans ma carrière, c'est de trouver quelque chose qui m'éclate et qui me rapporte suffisamment d'argent. Et justement, Systemator, c'est une converse avec un pote qui apporte aussi des éléments à une audience. Chaque lundi, Systemator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration et des conseils pratiques pour aider les entrepreneurs à développer leur créativité, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systemator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créateur. Bienvenue dans Systemator, le podcast qui vous incite, comme tout ce que vous avez déjà lu et entendu sûrement, à vous focus. C'est Seb de 112ventes.fr et Wesley de wesleyjoachim.com. Salut Wes. Salut Seb, salut à tous. Aujourd'hui, on finit notre longue série sur les bonnes habitudes pour créer des meilleurs produits. C'est issu de l'ebook de Hiten Sash, qui est product manager de la Silicon Valley. Il est cofondateur de nombreuses startups. Il a fait pas mal de produits technologiques, de SaaS. Et voilà, dans le premier épisode, on vous a parlé d'idée de créer un produit derrière le client, comme le fait Amazon. On a pas mal illustré ça avec Amazon. Dans le second épisode, on vous a parlé d'idée d'améliorer continuellement le produit. Dans le troisième, on a parlé de comment faire pour penser profondément à un problème pour y apporter des solutions. Et dans l'épisode 4, on a parlé de comment utiliser finalement et correctement surtout la data pour obtenir des informations clés sur nos clients, sur ce qu'ils vont faire. Et aujourd'hui, Wesley, on va parler d'un sujet dont on parle énormément dans le monde entrepreneurial, c'est le focus. Mais vous allez voir qu'il va y avoir des choses intéressantes parce que voilà, on essaie sur Systemator, vous nous connaissez peut-être déjà depuis un petit moment. On essaie de se renouveler, mon cher Wesley, de parler de choses en allant un peu plus loin sur les sujets. Je ne sais pas pourquoi je fais cet accent. Mais en tout cas, en attendant, Wesley, sur quoi les gens peuvent se focus? Et c'est exactement ce que j'allais proposer. En parlant de focus, je vous invite à aller nous mettre 5 étoiles ou la note que nous méritons selon vous depuis la plateforme de podcast. Je pense à Apple Podcast, je pense à Stitcher. Ça nous permet de continuer à monter dans les rangs en tant que podcast d'entrepreneuriat. Je crois que c'est ça notre catégorie principale, Seb. On est un petit peu à la frontière entre l'entrepreneuriat et le dev perso. Donc ouais, notre podcast on a reçu des bons retours là récemment. Ça fait plaisir de lire un email très positif. Exact, N'est-ce on pas, a Seb? reçu un mail de Victor Ferry. Alors, voici le message. Bon bah écoute Victor, on te dévoile, on te met à nu. Bonjour, je voulais vous remercier d'avoir si bien parlé de mon travail et de ma formation dans votre podcast. Très bon podcast d'ailleurs, je me suis abonné. Emoji sourire. Belle journée, Victor. Voilà, moi, tu vois, c'était un petit peu. Moi, je suis fan de Victor Ferry. Ça fait la deuxième fois que j'en parle. Du coup, troisième, j'ai suivi sa formation là qu'il a sortie, qui est très intéressante sur le style. J'adore sa chaîne YouTube. Tous les dimanches, tu vois, il y a une vidéo. Je dis dimanche, c'est le jour de la vidéo de Victor. C'est un des rares youtubeurs où j'ai mis la petite cloche, tu vois, où t'as une notif à chaque fois qu'il sort quelque chose. Quoi, c'est vraiment cool. J'adore sa chaîne. Vraiment, je vous invite vraiment à aller la voir. Est-ce Et qu'on peut toi, partager sa chaîne YouTube? C'est juste Victor Ferry, c'est ça? oui, c'est ça, avec 2 R à Ferry. Mais voilà, moi, tu vois, j'étais un petit peu comme l'enfant qui reçoit un mail de son fan. Non, de l'inverse, pardon. Le fan qui reçoit un mail de son idole. C'est ça, Mhm. hein? Oui, voilà. Grave. Donc, tu vois, j'étais tout content. C'était incroyable. Donc, big up Victor. Et puis ça, voilà, ça nous fait plaisir un peu de partager un peu ça et peut-être vous le faire découvrir si vous ne le connaissez pas encore. En tout cas, allez le voir. C'est quelqu'un qui monte très vite sur YouTube en ce moment. Et voilà, c'est pas pour rien, vraiment, c'est pas volé. Donc, Bah ouais, tiens, si vous voulez du bon Victor, contenu, je m'abonne. allez, Voilà, c'est je fait. suis abonné. Bravo, Wesley. Je suis fier de toi. On va passer au contenu aujourd'hui. C'est parti. Alors, aujourd'hui, on va parler du focus et on va d'abord commencer avec l'idée que notre temps est limité. Jure.
Genre qu'on ne savait pas. Non, je rigole. Alors, en fait, voilà, l'idée, c'est qu'on soit financé avec du capital risque ou qu'on s'autofinance, Wesley, quand on développe un produit ou un projet entrepreneurial, finalement, on dispose d'assez peu de temps et d'argent pour renforcer ce produit. Parce que, par exemple, imaginons que même si tu es prestataire de service, si tu es freelance, bah, finalement, tu vas gagner de l'argent en faisant de ta prestation, tu vois. Et tout le temps où tu ne fais pas de prestation, tu ne gagnes pas d'argent. Donc, finalement, tu vas vivre sur l'argent que tu as gagné déjà. Donc, la question, c'est est-ce que tu vas chercher de nouveaux clients sur cette base-là ou est-ce que tu vas utiliser cet argent pour te poser et renforcer ton produit, améliorer ton offre, améliorer ta façon de vendre, améliorer ton site web, tes process, tes emails, ce genre de choses, tu vois. Yes. Donc, c'est un peu la problématique qu'on a. En tant que petit, notre seul réel avantage, c'est d'aller plus vite que les plus gros, justement. Et on a également cet avantage de pouvoir résoudre un seul problème à la fois. C'est un avantage parce que quand tu es une grosse structure, bah, tu en as un peu partout et tu as beaucoup, beaucoup de choses à gérer en même temps. Nous, finalement, ça peut être un avantage. Le truc, c'est que essayer justement plusieurs choses différentes en même temps, au lieu de mettre tous nos œufs dans le même panier, en fait, c'est dangereux. Parce que en essayant trop de choses, ça signifie également qu'on a moins de chances de les faire bien, voire très bien. Et on a quelqu'un qui s'appelle Brian Balfour. Je ne sais pas comment ça se prononce. Balfour, Balfour, je pense. très bien. C'est l'ancien vice-président de la croissance chez HubSpot. HubSpot, c'est vraiment un des plus gros outils d'inbound marketing au monde. C'est gigantesque. Il y a énormément de produits différents. Et ça décrit un processus en 4 étapes. Premièrement, on va identifier un objectif qui a un sens à long terme, qui va être en lien justement avec la data dont on a parlé dans l'épisode précédent, notamment pour trouver, justement, tu te rappelles, cette fameuse métrique simple, claire à optimiser. Absolument. Ensuite, on va distiller un peu la chose la plus importante pour progresser dans la réalisation de cet objectif. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, imaginons que notre objectif, c'est d'augmenter notre chiffre d'affaires de 40%. Les infos sur les données utilisateurs qu'on a obtenues, ça va nous montrer qu'avec certaines actions, on va pouvoir multiplier la conversion par 3. Donc du coup, ça veut dire qu'on peut se concentrer là-dessus et sur la mise en place après de cette action pour la répéter encore et encore. Tu vois, améliorer dans ce sens-là. On prend l'objectif global et on essaie de, OK, dans cet objectif, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'il y a amélioré et quelles sont les différentes options qui s'offrent à nous. Après, troisième étape, on va créer un calendrier qui va nous permettre de faire des progrès, de, encore une fois, collecter les données. Chaque initiative qu'on fait, elle devrait avoir un objectif clair, Wesley, si on est très carré, avec un indicateur de succès qui est évident et un délai de mesure qui est suffisant. Par exemple, quand on a une petite structure, 30, 60 jours, voire 90 jours, mais en général, voilà, prendre des délais plus courts permet aussi de se concentrer sur un seul objectif et de ne faire que ça. Ouais, le risque, effectivement, avec je pense notamment au plan à 90 jours, mais lorsqu'on est trop focalisé sur le long terme, c'est qu'on a plus de chances de s'éparpiller, alors que si on mesure notre objectif sur une période courte, on est vraiment focus sur le truc. C'est un sprint, quoi. Exactement. On ne s'écarte pas de la piste. Et tu vois, c'est intéressant de parler de ça parce que moi, j'étais assez adepte de la méthode de 90 jours jusqu'à il y a encore peu de temps. Je finis par on peut en revenir, j'avoue, parce que finalement, je me rends compte que ce qui marche, en fait, c'est la répétition, quoi. C'est un peu de le faire comme un robot. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai une vidéo ou un podcast à faire toutes les semaines, je le fais toutes les semaines, quoi. Et je me dis pas, je vais sortir X vidéos, X podcasts dans les 90 jours, tu vois, en quelque sorte. Pareil, là, en ce moment, j'organise énormément d'événements. Donc, j'ai un processus. Et plutôt que de me dire, OK, dans ces 3 mois, il faut que j'organise 3 événements, je vais me dire, OK, dans tous les mois, il faut que j'organise un événement, tu vois. Tout simplement. Voilà. Et en fait, ça me met un peu dans un certain rythme, tu vois. Alors, le risque, c'est effectivement de ne pas identifier les grands points. Par exemple, un des grands points, le dernier plan que j'avais fait sur 90 jours, c'était de passer centre de formation. Je me laissais 90 jours pour le faire. Bon, voilà, tu vois, le risque, c'est de l'omettre et de ne pas le mettre. Donc, il faut, tu vois, voir. Encore une fois, on avait le fait de podcast sur exploitation, exploration. C'est un peu un sujet hyper central, en fait, qui se relie beaucoup à ce dont on a parlé aujourd'hui, finalement, dans cette série. Mais vraiment, à quel point tu vas explorer de nouveaux horizons et de nouvelles possibilités, et à quel point tu vas exploiter et te focus sur ce que tu sais déjà et que tu peux améliorer. Exact. On en était à l'étape 3, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc, l'étape 4, du coup, c'est de modifier notre objectif à long terme en fonction des données qu'on a récupérées. C'est pour ça que c'est très, très important d'avoir un seul objectif mesurable. On a parlé dans l'épisode précédent, donc allez l'écouter si ce n'est pas fait. Qu'est-ce que vous faites sur un épisode 5 alors que vous n'avez pas écouté le reste? Non, mais c'est incroyable. Je plaisante, vous pouvez rester. En fait, c'est ce qui vous permet de comprendre ce que vous faites de bien ou de mal et du coup de pouvoir vous améliorer.
Et ce qu'il nous dit, ici, notre chef de la croissance chez HubSpot, c'est OK, faire des erreurs, c'est pardonnable, c'est OK, on en fait tous et c'est extrêmement normal d'en faire. Et c'est même bizarre que tu n'en fasses pas, tu vois. Par contre, ne pas apprendre quelque chose par rapport à ces erreurs, c'est vraiment un gaspillage, tu vois. Il faut que chaque fail que tu fais, chaque erreur que tu as faite, chaque action t'amène à une leçon que tu vas pouvoir appliquer pour la suite. Un exemple qu'on nous donne, c'est un outil qui s'appelle Sidekick, qui est des outils d'HubSpot. En fait, ils ont eu un désabonnement, mais massif. En fait, la rétention, elle empirait chaque jour. Chaque jour, tu avais des nouvelles personnes qui se désabonnaient. C'était de pire en pire. Les chiffres de désabonnement augmentaient. C'était absolument terrible. Et ce que nous explique le fondateur d'AppQs, il est spécialisé justement, lui, dans la croissance et la rétention. Hein, c'est vraiment un domaine qu'il connaît très, très bien. Il nous explique qu'en fait, la première impression que va laisser notre produit va durer tout au long du parcours du client. C'est-à-dire qu'en fait, en améliorant simplement l'onboarding, donc l'accueil du client dans ta solution, ça va avoir des effets drastiques pour la suite. Le chef de produit de Sidekick, il a constaté justement qu'en augmentant de 15% la rétention à la semaine numéro 1, en fait, ça va avoir des effets en cascade sur l'ensemble des désabonnements. Donc en fait, plutôt que résoudre le problème dans son ensemble, ce qui fait que, OK, on a un problème de désabonnement, on résout ce problème, tu vois. Ça n'a aucun sens, tu vois, de réfléchir comme ça. Et du coup, il va plus nous dire, OK, parmi ce problème, décompose-le. Et HubSpot a pris justement ce problème très précis, il a résolu avec ce qui, selon eux, aurait eu un impact maximal avant de passer après à la suite. Tu vois. Après, tu peux réfléchir, OK, pourquoi est-ce qu'à l'étape 2, 3, 4, la semaine 2, 3, 4, il y a des désabonnements. Mais d'abord, en sachant globalement, parce que les choses sont quand même pas mal documentées, et en ayant un peu ce principe que si tu augmentes la rétention dès la semaine 1, les gens vont plus rester, tu sais que, OK, il faut que tu te concentres sur la semaine 1 pendant peut-être 30 jours, 60 jours et que tu améliores à fond ça, parce que c'est ça qui va avoir des effets, les maximums d'effets par la suite. C'est super intéressant, j'ai envie de relier ça à... C'est un sujet un peu tabou, mais lorsque je me suis mis à apprendre, entre guillemets, la séduction, en tout cas ce que j'ai pu en retenir, c'est que effectivement, on essaie d'être meilleur de manière générale avec le sexe opposé, ou peu importe, chacun ses orientations, mais en tout cas pour un homme qui veut séduire des femmes, et ça veut pas dire grand-chose, parce que c'est important d'être naturel, mais en même temps c'est important de changer certaines choses pour paraître mieux aux yeux des autres. On le fait tous, que ce soit à travers de manière vestimentaire, à travers le maquillage ou autre. Mais finalement, bien faire une très bonne première impression, tu vois, bien aborder la personne et être naturel dès le début, être à l'aise, ça va avoir un impact énorme sur le reste de l'interaction. Et à un moment donné, je me souviens, je me posais la question, ouais, mais pourquoi les filles répondent pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait au niveau des textos? J'ai peut-être dit un truc mal. Et en fait, non, c'est la première impression que j'ai faite. Est-ce qu'au début, il y a eu une accroche? Est-ce qu'il y a eu des atomes crochus? On ne sait pas forcément tout de suite, mais parfois on se prend la tête en pensant qu'il s'est passé un truc extraordinaire, alors que non, dès le début, ça se joue peut-être à quelques pourcents, entre guillemets, si on pouvait le mesurer, mais c'est là qu'on perd déjà l'interaction. Ouais, exactement. Et après, il suffit de voir un peu quelle est l'étape la plus décisive, tu vois, et qu'est-ce qui aura le plus d'impact. Alors, la séduction, c'est vrai que c'est un domaine où il y a certaines personnes qui vont être à fond d'accord sur le fait qu'il faut, entre guillemets, se former, et d'autres pour qui ils vont dire, mais non, mais vous êtes fous, c'est hyper naturel et tout. Donc, il faut le prendre un peu avec des pincettes. Mais si on va un peu plus loin, tu sais, c'est un peu cette idée, OK, qu'est-ce qui est important? Par exemple, la première phrase d'accroche, c'est finalement celle qu'on sacralise le plus, parce que c'est la plus difficile, mais en termes de résultats, entre guillemets, c'est celle qui a un peu le moins d'impact, parce que c'est la suite qui est importante, tu vois. Tu vois, c'est ce genre de choses, donc tu dis, comment est-ce que je peux faire pour avoir peut-être des meilleures conversations avec les gens, tu vois, être plus passionnant, plutôt que chercher la bonne petite phrase, tu vois, qui va juste permettre de dire bonjour, en fait, tu vois. Un bonjour suffirait. Oui, en gros, moi, ce que je voulais dire, c'était, je me rends compte que c'était pas clair mon exemple, c'est travailler enfin, se focaliser sur un seul point d'amélioration. Ça peut être, même de manière générale, si on veut faire des rencontres, même amicales, ça peut être, OK, comment j'améliore ma posture et comment est-ce que je suis un peu plus droit, comment est-ce que je suis un peu plus ouvert, comment je suis un peu plus avenant, est-ce que je peux sourire un peu plus? Et c'est vrai que si on veut penser à tout ça en même temps, c'est difficile. Alors que si on se focus sur un truc, on peut le mesurer facilement et on est sûr de l'améliorer parce qu'on n'a qu'une seule variable. Si on ramène à ça un autre sujet entrepreneurial autre que pécho des meufs, on pourrait dire aussi que
dans votre entreprise, vous avez forcément un processus de vente. Et l'idée, c'est, ok, j'arrive pas à vendre, pourquoi? Décomposons le processus. L'idée, c'est, ok, est-ce que le problème vient d'en haut ou vient d'en bas? Alors, s'il vient d'en haut, ça veut dire que je ne capte pas assez de prospects. S'il vient d'en bas, ça veut dire que je ne convertis pas assez. Tu vois. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de voir où est la dysfonction. Est-ce qu'elle est en haut? Est-ce que j'arrive pas à intéresser suffisamment les gens pour avoir un rendez-vous? Est-ce qu'elle est au milieu? C'est-à-dire que mes rendez-vous ne convertissent pas? Tu vois, c'est toutes ces choses-là à se poser. Est-ce que c'est le devis qui a un problème? Et donc, en localisant dans votre entonnoir de vente, votre tunnel de vente, d'où vient le problème, vous allez pouvoir un peu dire, OK, le problème vient de telle étape ou telle étape, et vous pourrez vous concentrer pour améliorer ça. Au moins, vous aurez identifié le problème et vous saurez d'où il vient. Et après, ce sera à vous d'essayer de tester de nouvelles choses pour le modifier, quoi, tout simplement, et l'améliorer. Exact. Si ça vous intéresse, vous allez sur 12ventes.fr, vous pouvez prendre rendez-vous, on parlera de ça avec plaisir. Pour revenir à HubSpot, là on vous le raconte un peu de manière épique, en mode ouais, ils ont amélioré 15% de la rétention semaine 1, du coup ça a eu des effets en cascade et c'est incroyable. En réalité, ils ont testé plus de 11 hypothèses différentes avant de trouver une formule qui gagnait. Donc ils ont ajouté par exemple des explications à l'écran de connexion, ils ont inséré des échantillons de données dans l'écran d'intégration, ils ont essayé d'intégrer les gens par vidéo. Toutes ces choses-là, c'était des échecs monstrueux, ça n'a pas marché. Et ce qui est difficile et ce dont on ne se rend pas compte, c'est que là on y est lunaire, mais on pourrait se dire ouais, c'est cool, ils ont mis ça en place et puis ça n'a pas marché, mais au final 11 hypothèses, ça va. Non, parce qu'à chaque fois il te faut des données, tu vois, parce qu'il faut que tu puisses analyser, est-ce que mon truc va marcher ou pas. Donc tu mets ta vidéo, t'attends 14 jours et puis tu vois ce qui se passe, quoi, tu vois. Et donc c'est horrible parce que tu vois que ça ne change pas. Donc à quel moment, tu vois, tu te dis allez, là je teste autre chose. Donc ouais, c'est important la data, parce que il faut que ça vous laisse le temps, de voir est-ce que ça fonctionne. Est-ce que ce que j'ai mis en place fonctionne? Il faut lui laisser une chance, parce que si vous mettez l'intégration par vidéo, que le lendemain vous faites ça n'a pas marché, je change. Non, puisque il faut voir les résultats sur le long terme aussi, quoi. Il faut laisser le temps au temps. C'est sûr que si tu fais 14 jours fois 11 hypothèses, ça fait pas mal. Ouais, encore 14, mais faire plusieurs mois, quoi. 14, c'est peut-être même plus 30, tu vois. Donc c'est vrai que ça va vite. Et au final, au lieu de montrer comment il fonctionne le logiciel, ils se sont rendus compte, en envoyant davantage d'emails, en poussant en quelque sorte les meilleures fonctions du produit, ça leur donnerait des idées supplémentaires d'utilisation, et ils pourraient du coup le remettre dans leur contexte. Tu sais, c'est souvent Wesley, tu vois des pages de vente où ça a l'air absolument génial, tu te dis putain, mais je pourrais faire plein de choses avec ce logiciel, et puis tu l'achètes, et puis au final t'es devant, tu sais, t'es en mode je fais quoi, je sais pas, j'ai pas d'idée. On arrive à la deuxième partie, et ça c'est assez intéressant, c'est que le focus seul ne suffit pas. Tu sais Wesley, on te répète dans l'entrepreneurial, il faut que tu te focuses, il faut que tu penses qu'à une seule chose, c'est super important, sinon tu vas pas y arriver dans ta vie, et tu vas dormir sous un pont dans 10 ans. Eh bien, c'est là où on va pouvoir apporter une vraie bonne nuance et ajouter un autre élément à l'équation. En tant que petit, notre vitesse d'exécution, c'est vraiment notre avantage. Pourquoi? Parce que les gros, forcément, ils ont du budget et du coup, ils ont des gens qui travaillent avec eux. Toi, tu n'as que tes 24 heures par jour et t'enlèves tes heures de sommeil et de manger, tu vois. Et puis éventuellement des heures pour vivre si t'es pas trop à fond, ça peut servir. Et donc, si tu priorises pas rigoureusement ce que tu dois faire, tu vas finir par brûler ton énergie et ton cash flow. Rappelons effectivement que les seuls moments que tu as pour améliorer ton produit et te poser dessus, sans parler des tests, mais le seul moment que tu as, c'est les moments où tu travailles pas pour un client finalement, le moment où tu vas travailler pour ton produit. Et même si tu fais des tests, ça veut dire que tu prends aussi le risque de griller certains clients. Ça, c'est tendu, quoi. Il faut trouver vraiment, c'est très important en tant que petit de vraiment trouver le bon ratio. Et en fait, il existe une formule qui est toute simple, qui nous permet d'évoluer plus rapidement. Cette formule, c'est la suivante, c'est le focus plus la séquence égale la rapidité d'exécution. Ça veut dire que les éléments qu'on va décider de construire et dans l'ordre dans lequel on va les faire va déterminer la vitesse avec laquelle on va progresser. Si on combine du coup notre capacité à nous focaliser sur une seule chose avec la séquence, c'est-à-dire dans quel ordre on fait les choses et quels sont les éléments importants, ça va nous permettre de construire rapidement, mais sans perdre, un peu la grande vision de notre projet. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça nous permet d'aligner l'exécution pure avec à quoi ça ressemble, à quoi ressemble la grande image en quelque sorte. On a parlé beaucoup d'un côté qu'il fallait avoir une grande vision et qu'un autre côté c'était un peu un piège parce que ça pouvait nous empêcher de nous concentrer sur les bonnes choses à accomplir. C'est là où la subtilité et la difficulté de l'exercice, c'est que tu dois mixer un peu les deux.
Parce que si tu réfléchis pas de manière obsessionnelle à ta grande vision et à ton séquençage des tâches, tu risques de créer un peu la mauvaise chose au mauvais moment, tu vois. Il faut le séquencer. Donc c'est vrai, garder le curseur au bon endroit entre le détail et le général. C'est ça, en fait. Et parce que, en fait, tu peux te focus sur une tâche. C'est-à-dire que tu peux choisir une des tâches que tu as à faire et la faire et ne faire que ça. Mais si tu l'as pas intégré dans une vraie stratégie, tu vois, qui est vraiment pensée, sur lequel tu as vraiment défini, OK, la première étape pour atteindre vraiment mon objectif, c'est ça. Au final, tu vas te focaliser sur des choses, tu vas mettre en place de nouveaux éléments, mais ça va être totalement déstructuré, quoi. Tu vas mettre en place une pièce, mais qui va pas pouvoir être connectée avec une autre, tu vois. Et ça, c'est quelque chose, un piège dans lequel on tombe souvent. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre en place plein de nouvelles petites choses, mais au final, on se rend compte que ça tourne pas comme on voudrait, quoi. Parce que t'as pas séquencé correctement ce que tu avais à faire et que t'as pas fait l'étape 1, étape 2, étape 3. Tu as peut-être fait étape 1, étape 4, ensuite étape 2, après étape 5, après étape 3. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Et du coup, c'est ça que tu as un bug dans la machine. Ça veut dire que du coup, tes hypothèses, elles peuvent aussi se retrouver invalides ou à changer tous les 3 mois. Hein. Des fois, tu as des idées de positionnement géniales. Tu vas pouvoir vraiment, tu te dis, OK, là, j'ai trouvé vraiment le truc qui me correspond. Peut-être que 3 mois plus tard, tu vas avoir de nouvelles informations ou de nouvelles idées qui sont plus pertinentes. Donc, à chaque fois que tu vas mettre en place un nouvel outil ou une nouvelle chose dans ton projet, le truc, c'est qu'à chaque nouveau bug, à chaque ajout de fonction ou de problématique, ça peut s'enchaîner une perte de temps conséquente, considérable. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux agir rapidement, faire petit au départ, mais minimiser les risques de dérapage par rapport à nos objectifs plus ambitieux. Si on fait des choses petites, on va pouvoir les améliorer plus vite ou les changer plus vite. Et on les complexifiera finalement que quand ce sera nécessaire. Ouais, je vois. Donc, ça nous amène à la question suivante. Sur quoi se concentrer et quand? On veut toujours dépasser un peu les attentes du client. Tu vois, quand on a un client, on cherche à améliorer sa vie finalement. Et on sait aussi que quand on dépasse leurs attentes, c'est ce qui va un peu les attirer et faire en sorte que ça va les marquer dans leur esprit et les faire revenir, surtout les fidéliser. Mais c'est aussi super important de s'assurer que les fonctionnalités de base, elles soient bien mises en place dans ton projet, dans ton produit, dans ta gestion client. Voilà. Il existe pas mal de façons de hiérarchiser un peu ta feuille de route, tu vois, sur quoi tu vas bosser sur ton offre. Mais l'important, c'est dans tous les cas d'avoir un système mis en place. Et là, on va vous présenter la feuille de Tomer London, Lodon, apparemment. cofondateur de Gusto. Gusto, c'est un système de gestion de paie et RH pour les petites entreprises. Et lui, en fait, il trace une sorte de tableau en 4 cases. Il va mesurer l'impact expérience client sur un axe Y par rapport aux attentes de la clientèle sur un axe X. Il y en a un qui est l'axe X, il est horizontal et le Y, il est vertical. Et ça fait une croix, c'est ça? Exactement. Et donc, en fait, tu vas avoir 4 cases. Tu vas avoir en haut à gauche, tu vas avoir les must-have, en quelque sorte. En haut à droite, tu vas avoir les wow effects, tu vois, l'effet un peu wow, incroyable. En bas à gauche, tu vas voir les choses dont on s'en fout un peu, dont on va parler. Et en bas à droite, en bas à droite, tu vas avoir les effets un peu ouais, cool, c'est cool, c'est bien fait, c'est bien fini, c'est cool. La finition, en quelque sorte, tu vois. Et donc, okay. en haut, tu vas avoir vraiment les tâches à haute valeur. En bas, celles à faible valeur. Et à gauche, tu vas avoir les attentes des clients. Et à droite, les choses qui ne sont pas attendues par tes clients. Et c'est là où c'est assez intéressant. C'est que de cette manière, on va identifier un peu l'utilité de nos améliorations et des ajouts qu'on va faire sur notre produit, sur notre offre, sur ce que vous allez mettre en place. En fait, un petit ajout sur une fonction à fort impact va être beaucoup, beaucoup plus importante qu'une amélioration importante sur une fonctionnalité à faible impact. Donc là, je vais vous décrire un petit peu l'idée et dans quel ordre on se concentre finalement. Donc vous pouvez tracer sur votre feuille ces différentes cases. On va commencer par la case qui va être en haut à droite. Et parce que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer quand vous démarrez, quoi. Si vous concentrez sur les fonctionnalités inattendues et qui vont être percutantes, celles qui vont un peu avoir l'effet waouh. Lors des premières étapes, justement, c'est important de se concentrer sur ces fonctionnalités qui vont avoir vraiment l'effet le plus qui va vraiment marquer, quelque chose qui va vraiment faire la différence. Parce que c'est ça qui va avoir le plus grand impact finalement et qui va surtout inciter les clients à revenir. Grosso modo, en fait, faites des choses que les concurrents font pas, quoi. Allez plus loin qu'eux. Ne vous bridez pas et c'est ça qui va vous permettre de différencier votre produit. Et on avait parlé de Kissmetrics, qui est un outil qui permet de récupérer des informations sur ses utilisateurs
et qui a ce système un peu de micro-sondage. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas naviguer sur un site internet et hop, l'outil va t'envoyer un petit sondage pour tes clients et va dire, bah voilà, est-ce que vous aimez telle fonctionnalité? Est-ce que vous êtes en train de lire ça? Vraiment, un sondage très très simple. Tu appuies sur une case, c'est envoyé et tu collectes la donnée. Ces micro-sondages intégrés au site, elles vont permettre du coup aux spécialistes marketing de recueillir des données très très précises et très rapidement. Et c'est apparu à un moment où tout le monde avait besoin de davantage de feedback pour améliorer leur site internet. Et les autres produits qui existaient dans le marché, eux, ils t'envoyaient sur une page avec un sondage à rallonge. Voilà, ça te coupait dans ta lecture et fallait du coup que ton client fasse le boulot, quoi, en quelque sorte. Alors que là, c'était tout petit sondage très simple qui embête pas trop le client. Il répond et terminé. Et ça, c'est un effet waouh, tu vois. C'est quelque chose que les autres ne font pas. C'est une fonctionnalité qui est vraiment unique et qui fait que et qui n'est pas attendue en fait, parce que les gens connaissent déjà, ce qui existe déjà. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, ok, je vais peut-être chercher un outil de sondage, et puis là, ils vont découvrir ça, ils vont se dire, mais c'est génial ce truc, tu vois. Vraiment, ce côté, ça, c'est super chouette de la façon dont ils l'ont fait. Deuxième chose, tu vas ensuite te concentrer sur les fonctionnalités qui sont attendues, mais qui sont des incontournables, des must-have en quelque sorte. Qu'est-ce qui est indispensable et qui va coller au marché dans lequel tu opères une fois que le client il a été séduit, tu vois. Donc, tu as ton effet waouh, et puis après, tu as les choses qui sont indispensables. Par exemple, Google Drive ou Dropbox, après avoir stocké tes documents dans le cloud, le travailleur connexion, c'est quand même une fonctionnalité qui est indispensable, qui est super importante, parce que si tu as tes documents sur le cloud, comment tu fais après pour les utiliser quand tu n'as pas de connexion, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui est très important. J'avoue. Gusto également, qui est notre outil dont on parlait tout à l'heure, qui permet de gérer les payes pour les petites entreprises. Il propose de transférer en gros la masse salariale vers un compte bancaire d'employés. Et en fait, c'est une fonction qui est vraiment jugée indispensable par les clients. Ils considèrent vraiment que c'est nécessaire à tout logiciel de traitement de paie. Sinon, ça sert à rien. Tu vois. Sinon, tu élimines en quelque sorte l'outil. Ouais. Tu vois, ça me faisait pas mal penser à Notion. Tu vois, tout ça. Notion, l'outil de prise de notes qu'on utilise Wesley et moi, tu as vraiment un effet waouh dans le sens où ils ont intégré vraiment un workspace, plein d'outils pour travailler, plein de types d'outils de différents, également un aspect collaboratif qui est intégré de base. Alors que sur Evernote, par exemple, c'est pas trop ça finalement la partie collaboration, en tout cas je trouve. C'est moins ergonomique, le logiciel est plus vieux et Notion, il a un peu ce côté, un peu neuf, quoi, tu vois, là-dessus. Exactement. Et Notion, il fait quasiment, je dirais, tout ce que fait Evernote. Et il se différencie sur des choses qui sont effectivement à la fois des fonctionnalités qui nous paraissent incontournables et que Evernote n'avait pas forcément, et aussi sur l'effet wow, quoi. Par exemple, la possibilité vraiment d'ajouter plein de types de blocs. Vraiment, j'aime bien ce concept de blocs. Là, d'ailleurs, les notes du podcast sont sur Notion. Là, Sébastien et moi, on est en live sur le même document. Et effectivement, on peut ajouter plein de types. On peut intégrer un Google Doc, on peut intégrer du code, on peut intégrer vraiment plein de choses différentes. Voilà. Yes. Et les possibilités sont infinies. C'est vraiment bien foutu parce que, par exemple, nous, créer un template de podcast, ça nous prend vraiment quelques secondes. Sur Evernote, tu peux le faire, mais en fait, le problème, c'est que les interfaces sont différentes entre Mac, PC, navigateur, mobile. Et du coup, c'est une tannée parce que tu dois tout le temps retrouver, attends, là, les templates, c'est où, comment je les enregistre. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui n'a jamais été très, très clair. Et Notion a un peu pas mal de fonctions. Ouais, qui te dis waouh, c'est cool, quoi. J'ai tout dans une seule app, quoi. Sur une seule page. Et en même temps, on a les fonctionnalités incontournables. Le partage de notes, par exemple, c'est quelque chose qui est un peu indispensable. Et c'est vraiment, vraiment bien fait. Troisième chose, ça va être la colonne qui va être en bas à droite. C'est les fonctionnalités qui vont avoir un faible impact et inattendues par les clients. C'est un peu les finitions. En gros, on aime les fonctions qui sont soignées, qui sont agréables. C'est chouette, quoi. Ce que tu as sur l'iPhone, par exemple. Tu vois, quand tu as une application, il y a tout le temps bien designé quand les natifs. Tu vois, ils réfléchissent vraiment au moindre détail, au moindre élément de design, même qui paraît tout bête. Elles vont pas être urgentes, mais elles méritent quand même d'être soignées. Et là, on a un exemple intéressant, c'est celui de Facebook, avec la capacité à aimer un contenu. Tu vois, ça, c'était un indispensable sur Facebook. Ça a permis à Facebook de cibler les utilisateurs avec du contenu qu'ils souhaitaient avoir. Mais le truc, c'est qu'en fait, rapidement, les utilisateurs, ils ont demandé à avoir une fonction ne pas aimer. Parce qu'en fait, avant, tu voyais ton post,
Ça paraît vieux presque, tu vois, je sais pas si tu te rappelles cette époque, quoi. Mais avant, tu voyais un post et tu pouvais mettre j'aime ou juste passer. Tu pouvais Ou pas, rien. Ou voilà, commenter, ouais, c'est vrai. ou commenter et insulter la personne, tu vois. Tu pouvais faire ça aussi. Tu peux toujours le faire, cela dit. En fait, ils se sont dit bon, comment est-ce qu'on fait? Ils se sont dit, ils ont mis l'option d'ajouter différentes émotions. Mais le truc, c'est que faire ça, ça ajoute énormément de complexité dans l'algorithme. Parce qu'avant, vous avez j'aime ou je ne fais rien, en fait. Et là, vous avez 5 types d'émotions différentes. Vous avez, vous savez, le Je suis like, énervé, je suis surpris, je mets un cœur, je pleure et le pouce bleu. c'est ça, et puis le Ça côté doit un être ça. peu waouh aussi. Enfin, Ouais, vraiment, le waouh, ouais, il y a pas mal d'émotions supplémentaires. Euh, et du coup, Facebook, ils ont étudié vraiment des dizaines et des dizaines de réactions parce qu'il fallait savoir quelles émotions tu allais donner à tes posts. Ils ont extrait ça du coup des flux de données de Facebook et ils ont identifié à la base quels étaient les emojis les plus utilisés, notamment dans les commentaires, tu vois, et dans les posts. Et une fois qu'ils ont déployé le gros du sujet, derrière, il fallait le mettre en forme. Et c'est pour ça qu'après, ils ont déployé des dizaines de skins différents pour les emojis. D'ailleurs, ils changent souvent d'emojis. Hein. Je ne sais pas si tu as vu Wesley, mais en quelques années, même sur Messenger, les emojis changent pas mal. Alors, ouais. faut regarder l'application web, mais ça change énormément. Ils ont fait ça pour voir quels allaient être les plus appréciés finalement. Quels ont été les emojis que les gens aiment le plus. Et donc ça, c'est une fonctionnalité qui est bien implémentée. Dernière étape, ça va être de supprimer les fonctions qui sont attendues mais qui ont un faible impact. Parce qu'en fait, avoir un produit qui fait trop de choses, c'est souvent malheureusement distrayant. Et le pire, c'est que ça nous expose aussi à un risque que quelqu'un le fasse du coup mieux que nous. Là, tu vois, c'est là où je pourrais mettre peut-être un bémol sur Notion. C'est que Notion permet de faire tellement de trucs est-ce que tout est nécessaire, tu vois? Par exemple, la fonction un peu Trello, moi, je la trouve pas ouf. Je trouve que c'est vite le bordel parce que dedans, tu peux refaire des. Enfin, tu vois, c'est Trello, mais en moins bien fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Bon, voilà, tu vois, c'est un truc que je me dis, ouais, c'est vrai que Notion, c'est cool, mais j'ai l'impression d'utiliser 5% de ce qui est possible de faire. Et puis, il y a quand même des choses, il faut avouer que c'est compliqué, quoi. La création de templates, par exemple, il faut que tes carnets soient paramétrés d'une certaine façon pour pouvoir créer des templates et pouvoir les ajouter tout le temps. Et tes templates sont inhérents au carnet, c'est-à-dire que c'est pas un template que tu pourras utiliser sur l'ensemble de ton projet Notion, c'est des templates que tu vas pouvoir utiliser que sur un type de carnet particulier, tu vois. Et Ouais. ça, quand tu Ouais. le fais genre une fois tous les 6 mois, parce que tu crées pas des templates tous les jours, après, tu vois, il faut te remettre dedans, tu te dis, ok, comment ça marchait déjà, tu vois, ça c'est un peu moins bien fait pour le coup, je Ouais, ça trouve. me fait penser. Non, ça me fait penser à tous ces appareils électroménagers. Par exemple, c'est ma mère qui a plus de 60 ans. Elle me dit, Wesley, pourquoi il y a autant de boutons? Moi, je veux juste lancer le four, quoi. Tu vois, j'ai pas envie de sécher la vaisselle, quoi. Tu vois. Et il y a vraiment cette fonctionnalité, par exemple, dans le nouveau Ouais. four qu'elle a acheté. Il y a vraiment un mode non, c'est peut-être préchauffage de vaisselle, peut-être. Tu sais, parce que quand tu mets certains types d'assiettes dans le four déjà chaud, ça peut les Ah, briser. oui, Mais bon, d'accord. enfin, t'as des choses qui sont vraiment poussées. Par exemple, même son nouveau lave-vaisselle, tu peux anticiper le départ. Alors ça, je trouve que c'est quand même un truc cool. C'est-à-dire qu'au lieu de le lancer tout de suite, tu peux dire il démarrera dans 3 heures ou dans 6 heures. Et c'est vrai que c'est quand même bien quand comme ça, tu peux le fermer, le préparer. Je sais pas, tu fais ça à 22 heures ou à 21 heures et tu sais que 6 heures après, donc ce sera en pleine nuit, le truc va se déclencher et toi tu dormiras déjà et donc ça va pas te réveiller. En tout cas, il y a des choses qui apportent pas beaucoup de valeur. Il y en a qui sont plutôt des waouh. Tu sais, c'est comme les télécommandes de télé, là. Ouais. C'est terrible, quoi. T'as tout le temps 1 milliard de boutons, tu sais pas à quoi ça sert. Tu sais, les boutons rouge, jaune, Ouais, bleu, ouais, vert, ça, j'ai jamais compris, ouais, j'avoue. ça crée Et, et plus de fi- problèmes qu'autre chose, en fait, tu vois. c'est exactement ce que j'allais dire, ça nuit à l'UX finalement, à la user experience, l'expérience utilisateur, et c'est plus un blocage qu'autre chose, quoi. C'est ça. Qu'une facilitation. J'invente des mots, mais c'est l'idée, quoi. Non, non, c'est vrai. Et finalement, t'as des télécommandes, je pense, tu sais, les box, je crois, il me semble, Orange fait ça, ou quelque chose comme ça. Euh, T'as une télécommande, t'as le bouton pour augmenter le volume, le baisser, changer ta chaîne et allumer, éteindre. Mm. Finalement, oui, la source, tu vois aussi. Mais Ça suffit, quoi. parce que t'as besoin d'autre chose, quoi, tu vois. Je me rappelle une expérience terrible où, genre, à un moment, ma télé a eu un filtre rose par-dessus, tu vois.
Donc j'ai appuyé sur tous les boutons de télécommande, j'ai regardé tous les paramètres, et en fait j'ai appuyé sur un de ces fameux boutons rouge, jaune, bleu, je sais plus ce que j'ai fait, et ça a remarché, tu vois. Et j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi, tu vois. Ouais. C'est terrible. Ah bref, petite anecdote. Donc voilà, tout ça vous le virez, hein, tous ces boutons horribles, on les supprime, on les enlève à la cuillère s'il le faut. Un exemple qu'on a, c'est Netflix. Alors c'est trop drôle parce qu'en fait sur l'ebook ils te mettent des screenshots, mais alors là c'était Netflix en 2010, quoi. Alors, quand j'ai vu ça, je fais ah ouais, Netflix ça a quand même, enfin c'est le jour et la nuit entre 2010 et maintenant, c'est terrible. Et en fait, il y avait une fonctionnalité Ami à l'époque qui te permettait de savoir qui a noté quel film. Et voilà. Et en fait, c'était un truc qui était utilisé par moins de 2% des abonnés. Et du coup, ils ont décidé de le supprimer avec deux, trois autres choses sur le site. Et ils se sont dit, bah, du coup, ouais, ça manquera à personne, quoi. YouTube avait une fonction comme ça aussi à une époque, il y a très très longtemps. Et, euh, et du coup, tu savais pas, tu vois, au niveau, est-ce que les gens étaient abonnés à ta chaîne ou est-ce qu'ils étaient amis, tu vois, enfin, c'était vraiment le chaos. Le truc, c'est que, bah, ils se sont un peu mordus les dents parce que même si c'était des 2%, c'était 2% les plus bruyants. C'est-à-dire que sur le blog, ils ont après été ensevelis de gens qui râlaient parce qu'ils étaient en colère qu'il n'y ait plus la fonction ami qu'ils adoraient, tu vois. Donc, au final, on doit quand même supprimer des fonctions et certains de nos clients seront déçus et c'est OK. Il faut leur répondre, leur expliquer pourquoi on a fait ça. Il ne faut pas forcément mettre sous le tapis, mais il faut accepter que des gens ne soient pas contents. Tu vois, ça fait partie de la vie du produit. Tu ne peux pas satisfaire tout le monde quand tu as de la quantité et c'est là où c'est difficile, tu vois, à gérer. Voilà, on arrive un peu à la fin de cette série, mon cher Wesley. Avant de passer à l'activator, on peut faire un petit bilan. Finalement, une des choses vraiment à retenir de tout ça, c'est que lorsque les entreprises vont grandir, peut-être la vôtre aussi dans quelques temps, on vous le souhaite, elles perdent inévitablement leur focus, quoi. Plus on a de produits, plus c'est difficile de savoir sur quoi se concentrer et quand se concentrer sur telle ou telle chose. Et nous, en tant que petits, notre force, notre unique force finalement, ça va être d'appuyer sur une seule chose à la fois, de faire une chose à la fois vraiment et de l'exécuter parfaitement. Et c'est là aussi où je me suis posé la question finalement sur le focus. En fait, le focus, c'est peut-être pas seulement une question de projet, mais plutôt dans ton projet, qu'est-ce que tu vises de faire? Quels sont les objectifs que tu vas avoir? Et tu sais, souvent on confond focus avec le fait d'avoir plusieurs activités. Mais est-ce que c'est vraiment, tu vois, est-ce que le focus finalement c'est le fait de faire qu'une seule activité ou est-ce que tu peux pas avoir deux activités en même temps? Le truc, c'est que moi je pense que c'est possible. Et d'ailleurs, on avait parlé avec David David, hein, notre premier invité, épisode 6, je crois, de Systemator. Ça vous intéresse, on vous invite à aller l'écouter, il est très très intéressant. Et je lui avais posé cette question, est-ce qu'on peut faire plusieurs activités à la fois? Selon lui, on pouvait le faire. Lui, il n'était pas arrivé, mais on pouvait le faire. Et l'idée, c'est que je pense que tu peux avoir deux activités, mais si tu sais être vraiment très exhaustif et tu sais exactement sur quoi te concentrer, et si tu es capable de le définir. Et moi, je le vis un peu avec mon projet ITLFR. Alors, je fais pas beaucoup d'exécution, j'en fais le minimum, donc ça m'aide aussi. C'est-à-dire que c'est moi qui vais surtout prendre des décisions stratégiques et après orienter le staff pour faire telle ou telle chose. J'ai pas grand chose à gérer, mais par contre. Le staff, le mec, on dirait il bosse chez Footlocker. Bah ouais, mine de rien, on est une trentaine dans l'équipe, hein, ça grandit bien, hein. Ah, Et au final, ça marche bien parce qu'en fait, j'arrive à focaliser l'équipe sur un objectif. Donc, par exemple, faire grossir Instagram, ça c'est notre objectif du moment. Il faut que le reste tourne quand même, donc faire des vidéos YouTube et tout ça, mais bon, ça c'est en cours, tu vois, ça continue. Mais on doit trouver la recette qui marche pour Instagram, par exemple. Et ça, c'est notre focus, parce qu'on sait que une fois qu'Instagram sera bâti, on pourra aller conquérir d'autres sommets. Et à côté, j'ai mon activité 112 ventes où là, vu que je vais faire beaucoup plus d'exécution parce que je suis tout seul, là, j'ai besoin d'avoir plus de temps à louer. Mais au final, le plus important, c'est que je sois focus, tu vois. Et je me suis rendu compte que j'étais défocus sur 112 ventes, mais très focus sur ITEL, tu vois, ITEL FR. C'est pour ça qu'on a eu de très très bons résultats sur ITEL FR et que j'en ai eu des moins bons sur 112 ventes. Et je me suis dit, ok, maintenant, faisons le point et faisons mieux de ce qui marche déjà, tu vois. Par exemple, les événements. Faisons plus d'événements, puisque c'est ça qui marche. Faisons plus d'appels avec les gens, poussons un peu plus, tu vois, ce genre de choses. Et essaie d'améliorer les choses une par une. Et voilà, je pense que c'est tout à fait possible d'avoir deux activités, du coup. Et que finalement, le focus, le vrai focus, c'est ce séquençage. Qu'est-ce que je fais dans quel ordre? Et suivre une métrique et le faire à fond. Développer ça à fond. Voilà, mon cher Wesley. Ouais, j'ai envie juste d'ajouter un truc, c'est effectivement aussi, comme tu dis, être focus au sein d'une activité. C'est
oui, tu peux très bien faire un seul truc, dire ah, moi je fais qu'un seul truc, mais même au sein de ce truc-là, moi par exemple si je disais je fais que de la musique ou je fais que du copywriting, ok c'est cool, mais qu'est-ce que je fais à l'intérieur de chacun, tu vois, si j'en fais qu'un seul, qu'est-ce qui est le plus important? On est en train de lire toi et moi Seb le Why de Simon Sinek, enfin comment trouver son pourquoi. Donc je pense que ce sera intéressant d'articuler les contenus là, ces récents contenus, notamment celui d'aujourd'hui avec le why, parce que finalement tout ça, ça doit s'inscrire dans pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on le fait par rapport à l'humanité, ou en tout cas par rapport à notre audience, notre marché, et puis même par rapport à nous-mêmes aussi. L'humain est important dans cette histoire. Ouais, je pense que ce sera intéressant d'articuler l'épisode d'aujourd'hui et cette série de manière plus générale avec le livre de Simon Sinek qu'on est en train de lire, Seb et moi, Comment trouver son pourquoi. Parce que finalement, on a beau faire les choses, les bonnes choses et dans le bon ordre, la question c'est pourquoi est-ce qu'on les fait, quoi. Pourquoi est-ce qu'on les fait par rapport à notre audience, par rapport à l'humanité et par rapport à nous-mêmes. Tu peux faire quelque chose de bien et le faire extrêmement bien, mais si en finalité ça apporte pas grand-chose ou que tu te sens creux à la fin de la journée, c'est cool, mais pourquoi t'as fait tout ça, quoi. Donc ouais, ne jamais oublier le pourquoi. Yes, exact. Et de manière générale aussi le pourquoi de votre produit, parce que au-delà juste de votre personne, si vous montez une offre et que vous avez la projection d'être plus que tout seul, en quelque sorte, de ne pas être solopreneur ad vitam aeternam, mais de monter vraiment des équipes, de bosser avec eux, d'aller plus loin là-dessus, il faudra comprendre c'est quoi votre grande vision, quoi, globalement, et puis mettre en place les différentes étapes dont on a parlé dans cette série. Je propose qu'on passe à l'activator et puis après on pourra parler un petit peu, faire un petit bilan de cette série. Wesley, qu'est-ce que tu en penses? C'est parti, on y va. Activator, les meilleurs conseils pour appliquer ce que vous avez entendu dans votre vie. Alors, premièrement, le focus gagne. Avoir un focus, ça signifie qu'on n'optimise pas pour des gains rapides et pour un retour sur investissement immédiat, mais qu'on va optimiser pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on va obtenir par la suite? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant qui va être difficile, mais qui va nous rendre la suite plus facile? Et c'est là où c'est compliqué, c'est qu'il y a toute une gestion un petit peu de cash flow à gérer, comme on a parlé. C'est que quel argent vous avez disponible pour travailler sur votre produit et quelles sont les concessions que vous pouvez faire. Vous allez vous dire, OK, je vais peut-être moins gagner parce que je vais prendre moins de clients, mais je vais vraiment essayer de faire un truc qui, sur le long terme, va pouvoir bien décoller, va pouvoir se développer. Et puis, voilà, c'est toujours cette gestion à faire si vous voulez, en tout cas, développer votre boîte. Deuxième point, c'est que si vous pouviez savoir comment les gens allaient utiliser votre produit, comment est-ce que vous pourriez savoir si vous avez réussi ou non? Et oui, on est toujours dans ces indicateurs un petit peu, savoir si on réussit les choses. C'est finalement un des grands messages de cette série. C'est OK, comment est-ce que tu définis tes indicateurs et que tu sais valider si oui ou non ce que tu as fait a marché? Et c'est là le plus dur parce qu'on a souvent tendance à avoir les vanity metrics, un peu les trucs où on va se conforter dans notre idée et au final ne pas réussir à avancer. Et c'est là où il faut pas mal de discipline ou se faire accompagner par quelqu'un qui vous aidera à faire un peu cet effet miroir et à vous dire voilà, de ce que tu me dis, la réalité en fait c'est ça, ça et ça. Et ça peut être intéressant. Mais globalement, voilà, comment est-ce que tu sais si tu as réussi ou non ce que tu as mis en place? Autre chose, c'est classique, hein, minimiser les interruptions, protéger votre temps, vous et votre équipe si vous bossez en équipe, de manière vraiment impitoyable. Tout ce qui est notification, les petites tapes sur l'épaule, toutes ces choses peuvent vous interrompre et vous faire perdre beaucoup de temps. Donc c'est très important d'essayer de sacraliser votre temps, de le protéger au maximum. C'est quelque chose que moi j'ai un petit peu du mal à réaliser encore, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'arrive vraiment à le faire, mais il y a d'autres moments où, tu sais, quand les rendez-vous commencent à s'enchaîner, que tu as plein de réunions à droite à gauche, tu as les clients déjà actifs à gérer, tu as ceux de demain à trouver, tu as d'autres projets aussi à côté. Là, ça devient chaud, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ce on appelle l'entropie. C'est plus un système est complexe et plus on avance dans le temps et plus c'est le bordel, quoi. Ouais, exactement. Tu vois, par exemple, je m'étais dit à un moment, je prendrai plus jamais de rendez-vous le matin parce que ça me saoule et que j'aimerais consacrer mes matins au développement de mon projet. Et au final, dans les faits,
bah, tu vois, la semaine prochaine, j'ai toutes mes matinées de prise pour donner des cours. J'ai souvent aussi des coachings qui ont lieu le matin, tu vois. Donc au final, ma règle sacrée, elle est un petit peu tombée en miettes, mais en même temps, je suis bien aussi obligé de m'adapter aux gens, tu vois, et à ce que je leur propose. Et voilà, donc je suis plus passé dans cette optique, tu vois, de me dire, bon, bah, c'est pas grave, j'essaie de caler les choses comme je peux, et puis quand même d'essayer de concentrer par journée mes tâches, tu vois. Savoir que, bah, ok, c'est terrible, mais j'ai des journées où, en gros, je pourrais pas du tout avancer sur le développement du projet, mais par contre, je vais délivrer pour mes clients. Autre chose, c'est chaque jour vous demander, est-ce que je travaille sur la bonne chose maintenant? Tu vois, dans cette idée de séquençage, Wesley. Est-ce que en ce moment, par exemple, tu es focus sur la bonne chose à faire? Est-ce que tu as raison de le faire maintenant? Et si tu es perplexe, le réévaluer très très vite, tu vois, pour vite changer de cap. Très important. Et je pense qu'on a tous. Cette question se pose à tout le monde, hein. Et toi, en ce moment, tu dirais quoi? Là, je suis toujours sur la finition de mon album, mais je me rends compte que le central dans ma vie, dans ma carrière, c'est de trouver quelque chose qui m'éclate et qui me rapporte suffisamment d'argent et me former au copywriting et aller chercher des clients du côté du marché anglophone, c'est quelque chose qui est central, quoi. Ok. Et finalement, à travers le copywriting, à travers la rédaction, bosser avec des personnes, comment dire, dont je soutiens le projet, dont je soutiens les valeurs, et ma contribution aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui et dans les 6, 12, 18 mois à venir, c'est comme ça que je me vois avoir le plus d'impact. Et évidemment, mes projets, mes side projects restent side projects pour le moment. Voilà comment je vois les choses. Donc, me former au copywriting et trouver des clients avec lesquels j'ai davantage envie de travailler parce que la mission, elle est super intéressante, parce que le secteur d'activité me parle davantage. Par exemple, bosser pour des clients dans le développement personnel, tu vois, faire du contenu dans ce secteur-là. Ok. Donc au final, la réponse est non, du coup. Tu fais pas Enfin, entre guillemets, tu termines le projet en cours, mais pour le moment, par rapport à ton objectif, est-ce que tu travailles sur la bonne chose? Ah non, effectivement. Oh. Enfin, non, oui, si, je me forme au copywriting, je fais 30 minutes par jour. Donc, oui, je travaille déjà sur cette chose-là. Ok. Mais Ok. effectivement, ça va prendre de plus en plus de place en 2020. Ok, donc ça, c'est ton objectif et de te dire, ok, là, il faut que je séquence un peu ça et essayer de dire, ok, d'abord bien me former, ensuite à chercher à fond des clients, ensuite continuer de me former par les projets que je fais, par exemple, ce genre de choses. Les deux en parallèle, là, j'ai déjà j'ai un lead notamment avec lequel je vais pouvoir me former et bosser en traduisant des annonces de copywriting de l'anglais vers le français. Donc ça, c'est très concret et ça remplit les deux fonctions de m'enseigner le copywriting et d'être directement en contact avec un client, parce que ce seront mes clients. Après, on n'a pas encore défini les modalités tu vois, si c'est fait gratuitement ou si c'est rémunéré. Ça reste à voir. Ok. Dernier point, définir un budget par fonctionnalité, ça c'est assez intéressant aussi, je trouve. C'est-à-dire que tu as des fonctionnalités dans ton projet, dans ton offre, dans ce que tu veux faire et proposer aux clients qui peuvent être mises en place en une semaine ou même en un jour, et d'autres qui vont prendre 6 mois, tu vois. Et en fait, tout est dans la ligne un peu de démarcation. Dans quelle mesure tu souhaites être exhaustif et qu'est-ce que tu veux faire de ça? Tiens, où est-ce que tu places cette fonctionnalité et quel budget tu vas lui allouer en termes de temps, tu vois? Tu as certaines fonctions, tu vois, qui vont être hyper importantes, qui vont être clés, et donc tu vas leur allouer pas mal de temps et du budget. Par exemple, moi, ce serait passer centre de formation, tu vois, c'est un truc où je sais que je vais être quasi bloqué une semaine à bosser dessus, quoi, entre guillemets, en horaire. Ouais, mais derrière, le gain est intéressant, tu Ouais. vois. Donc, j'accepte de mettre le budget nécessaire pour le faire. Par contre, je sais pas, améliorer mon espace client, ouais, c'est cool si je le fais, tu vois, en une soirée pour améliorer deux, trois trucs, mais c'est vraiment pas clairement ce qui va me permettre de développer mon chiffre d'affaires, tu vois, c'est très, très minime, quoi. Donc là, je déciderais, par exemple, tu vois, juste de faire en sorte de conserver le système et de faire en sorte que ça continue de marcher. Mais après, est-ce que je vais chercher à le développer davantage? Ça m'étonnerait. Ouais, je vois. Voilà un peu pour cette série. Wesley, qu'est-ce que t'en as pensé un peu?
J'ai trouvé ça intéressant de vraiment plonger dans un contenu lui-même fourni, détaillé, approfondi. Et le fait de le traiter en plusieurs épisodes, ça nous a permis justement d'aller en profondeur dans chaque idée. Et on a pu quand même garder notre approche, quand même customisée, personnalisée, de partager nos retours d'expérience aussi, nos avis sur chacun de ces points. Donc quelque chose à refaire, effectivement, de s'appuyer sur un contenu, que ce soit un e-book, que ce soit, je sais pas, ça peut être une longue vidéo, ça peut être un livre, on le fait déjà avec les livres. D'ailleurs, si parmi les personnes qui nous écoutent, si vous avez des contenus à nous proposer, nous sommes preneurs. Sébastien, qu'est-ce que tu en penses si vous Clairement, plongez dedans, clairement, hein, quoi. vous pouvez nous contacter sur le site systemator.tech, Tech. Et ouais, vous pouvez nous envoyer un petit peu les informations. Alors, c'est vrai qu'avec Wesley, on a quand même pas mal de sujets un peu sur la planche, entre guillemets. On a pas mal d'idées de choses dont on aimerait parler, des choses un peu exotiques aussi, un peu qui sortent un petit peu, voilà, des choses que vous n'attendez pas forcément. Alors, je pense que cette série, c'était pas quelque chose forcément que vous attendiez ou que vous attendiez à voir. Dans l'idée aussi, tu sais, c'est le livre sur comment vivre comme un chat, qui est aussi intéressant, tu vois, au final, Mm. parce que c'est des choses un petit peu qui sortent du lot. Et nous, c'est ce qu'on aimerait vous proposer, tout ça. Donc, si vous avez des choses qui rentrent un peu dans ce cadre, ça nous intéresse aussi. Après, il faut juste qu'on voit quand est-ce qu'on les traitera, mais on est toujours open à découvrir de nouvelles choses avec Wesley. Moi, je trouvais que c'est une série très intéressante parce que j'étais captivé par la lecture de cet e-book il y a quelques mois et je me suis dit que, ouais, moi, je défends, tu vois, personnellement, l'idée que il faut croiser les univers pour créer de belles choses. Et c'est pour ça que je suis. Tu vois, le monde des startups, ok, tout n'est pas applicable. Tu vois, par exemple, un freelance va pas lever de fonds. Et donc, un freelance va peut-être rester tout seul pendant un bon moment et à la limite, il peut monter une agence, mais voilà, il n'a pas des possibilités de croissance extrêmes. Mais par contre, tu vois, un mec qui est très carré sur son boulot, il peut derrière monter une agence et cette agence après elle peut devenir une belle boîte, tu vois. Tu as des boîtes genre Pixel, Design Pickle qui sont par exemple des boîtes de graphistes. En gros, c'est une agence graphique mais avec un processus standardisé, c'est-à-dire qu'en gros ça va être un abonnement, tu vas payer entre 400 et 700 dollars et tu vas avoir un graphiste attitré. Tu payes tous les mois et au final tu peux lui demander autant de choses que tu veux, tu vois. Et ça t'évite d'avoir à chaque fois à passer par un devis, Ouais, faire ouais. une commande, etc. Et là tu as un abonnement qui est fixe, qui est récurrent. Bah, tu vois, ça, c'est quelque chose que tu peux Ouais, je mettre en vois. place, mais uniquement si tu as une vision produit, tu vois. Si tu construis ça en tant que freelance, de manière très très simpliste, en mode, ok, je trouve des clients, je fais la mission, et il faut juste que je fasse en sorte de continuer de trouver des clients, bah, tu peux le faire, hein. Il y a des gens qui adorent faire ça, mais si tu veux viser plus loin, c'est bien aussi d'avoir des outils, je pense, pour le faire. Et on parle beaucoup, beaucoup des startups, on parle beaucoup, beaucoup des freelances, mais l'entre-deux, finalement, les gens, tu vois, qui ont envie de monter une boîte plus grosse, simple, finalement, dans le modèle, qui vont pas chercher à réinventer la roue, il y a un peu moins de choses autour de ça. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de croiser un peu ces univers, croiser un peu le milieu des gens qui vont peut-être faire de la presta avec des gens qui montent des produits numériques, des SaaS, ou qui ont vraiment réfléchi à ces sujets-là, qui ont expérimenté ça sur des équipes, et de croiser un peu ces univers pour en tirer le meilleur, quoi. Ouais, exactement. C'est là qu'on se positionne, hein, justement. Wesley, qu'est-ce que les gens peuvent faire maintenant s'ils ont apprécié la série? Eh bien, naviguer sur leur smartphone ou sur leur navigateur web et aller mettre 5 étoiles pour Systemator. Si vous êtes encore là après ces dizaines et dizaines de minutes d'épisode, c'est que ça vous plaît ou alors que vous avez laissé tourner l'enceinte. Mais bon, voilà, si c'est pas le cas, il est temps d'aller nous soutenir de cette manière-là, même si le chiffre de l'écoute, c'est déjà un bon début. Voilà, merci d'être là en tout cas. Parce on vous demande ça, mais évidemment, voilà, j'oublie pas de vous remercier. Tout à fait. Merci beaucoup de votre fidélité. On va passer au truc de la semaine. Wesley, quel est ton truc de la semaine? Eh bien, écoute, je rentre d'un week-end, full week-end à Londres. C'était très intense. J'y étais pour fêter les 30 ans d'un de mes meilleurs amis qui habite là-bas depuis pas mal d'années, depuis 2012. Donc ça commence à faire. Et voilà, il est là-bas, il vit avec sa copine qui est anglaise, mais qui parle français. Et voilà, on s'est retrouvés entre amis d'enfance du lycée. Il y avait une partie de sa famille à lui. Il y avait aussi ses anciens collègues de boulot. Donc c'était vraiment cool.
Et bon, je vais pas raconter forcément ma vie parce que c'est un super week-end d'anniversaire entre amis et avec la famille. Mais cette ville de Londres, elle est quand même impressionnante, quoi. C'est une ville qui arrive à mêler modernité et tradition. Et au niveau architectural, c'est assez patchwork. Mais à travers ce paysage hétéroclite très varié, il y a une homogénéité. Et on se faisait la remarque avec un pote, justement, le dernier jour avant d'aller prendre nos avions et trains respectifs, que la ville paraît, en tout cas dans le centre-ville, toujours clean, toujours propre. Même des bâtiments qui ont 10, 15, 20 ans. C'est très bien entretenu. Et voilà, tu sens que c'est une ville qui pèse. C'est une des villes les plus puissantes au monde. Et de manière même plus générale, pour relier ça à l'entrepreneuriat, c'est stimulant pour le cerveau de bouger et d'aller dans des zones où tu sens qu'il y a de l'activité et tu sens que les gens entreprennent, ça bouge. Voilà, on découvre des choses. Par exemple, quand on prenait le train pour aller du centre de Londres vers l'aéroport, dans chaque rame, ils arrivent à évaluer le nombre de personnes qu'il y a. Et donc, ils te disent, bah voilà, il vaut mieux que vous vous mettiez Excellent. à l'avant ou à l'arrière parce qu'il y a tant de personnes, les toilettes sont occupées ou sont libres à tel endroit. Et ça, c'est affiché sur les écrans dans chaque wagon. Et voilà, niveau technologie, c'est quand même assez impressionnant. Moi qui, justement, bosse pour un blog sur la Smart City, la ville intelligente de demain, c'est vrai que Londres, c'est à la pointe à ce niveau-là. Donc, très beau Super, week-end. super. Donc, tu as déjà parlé de Londres, hein, tu y étais allé il y a quelques temps. Donc, tu renouvelles et tu réitères, tu n'as pas changé d'avis. C'est mon tarif habituel, hein. J'y vais au moins une fois par an, 1, 2, 3 fois par an. Donc ouais, je confirme. Quel est ton truc de la semaine, Seb? Ben, moi, je me suis formé tout récemment avec Charlotte Allégret, qu'on a eu sur le podcast il y a quelques semaines. Et du coup, elle nous a formé au sketchnote, la prise de notes en dessin. Et c'était super intéressant. Alors Charlotte, si vous allez voir un petit peu ce qu'elle fait sur son site, on vous mettra le lien dans les notes. Elle fait beaucoup de dessins, beaucoup d'outils graphiques, et c'est un petit peu sa patte, hein. C'est comme ça qu'elle se fait connaître là-dessus. Elle a vraiment un style unique. Et elle a organisé un petit atelier de formation d'une demi-journée au sketchnoting. Donc, comment est-ce que tu vas pouvoir prendre en note avec des dessins et avec une sorte de... Alors, il n'y a pas que du dessin, en fait, tu vois. Moi, je pensais qu'il y avait beaucoup de dessins sur le sketchnote. En fait, tu vas faire des petits dessins pour représenter certaines choses, pour donner un côté assez sympa, pour montrer aussi, peut-être, tu vois, tu vas faire des personnages qui vont avoir différentes émotions. Et donc, du coup, ça va parler forcément aux gens, ou en tout cas à toi, dans l'idée. Mais tu vas aussi ajouter pas mal de textes, ce genre de choses, tu vois. C'est la première étape, entre guillemets, vers d'autres types de contenus. Par exemple, après, tu peux peut-être apprendre à faire de la facilitation graphique. Comment est-ce que tu fais pour, avec ce que tu sais faire en sketchnote, en dessin, en petits éléments graphiques dessinés, comment est-ce que tu peux faire peut-être des supports de cours ou de présentations un peu sympas, hein, qui se démarquent un peu du lot. Et c'était vraiment très intéressant. Voilà, en gros, on a commencé, tu vois, elle nous a expliqué un petit peu à quoi ça servait. L'exercice était très marrant au début. Elle nous a dit, prenez une feuille et dessinez une patate, tu vois. Donc on a fait une patate, chacun a fait la sienne, quoi. Et après, elle a dit, passez la feuille à votre voisin de gauche. Et après, elle m'a dit, faites un rond au-dessus de la patate, tu vois. Et puis petit à petit, on a construit notre premier sketchnote, et il y avait des flèches, des bannières, ce genre de choses. Et il fallait qu'on titre le sketchnote et qu'après on le présente aux autres, tu vois. Et au final, on se retrouvait avec un dessin qui marchait, quoi. Tu avais un personnage qui allait dire quelque chose dans une petite bulle, une bannière avec un titre, et deux grandes idées autour de ça, quoi. Et puis, voilà, on nous expliquait un petit peu tout ça, elle nous donnait pas mal de schémas, pas mal d'exemples de ce qu'on pouvait faire de manière graphique. Et c'est assez sympa aussi de se poser, de se dire, en fait, c'est entre guillemets facile, entre gros guillemets, de dessiner, ou en tout cas de gribouiller des petits personnages. C'est beaucoup plus facile qu'on pense, et on peut leur donner un look un peu sympa, beaucoup plus facilement aussi. Tu vois, par exemple, faire des petites ombres, ça prend vraiment littéralement une seconde, et ça donne un look tout de suite un peu plus pro, un peu plus travaillé à ce que tu fais. On a pu essayer plein de stylos, plein de marqueurs, des feutres, des choses comme ça. Ouais, c'était vraiment fun. Elle nous a donné aussi plein de canevas. Elle nous expliquait un peu le processus pour le mettre en place. Et ouais, ça m'ouvre beaucoup de nouvelles possibilités, opportunités. Et j'ai vraiment envie de le mettre en place. Là, alors, on enregistre. Il y a un gros salon qui s'appelle le Blend Web Mix à Lyon,
qui parle un petit peu de l'actualité web du moment, qu'est-ce qui s'y passe, quelles sont les dernières technologies, les dernières tendances, etc. Et je pense que je vais essayer d'en faire quelques-uns, tu vois, des dessins, de prendre en note les choses, et puis de voir un petit peu ce que ça rend. Et ce qui est super cool, en fait, c'est que le fait de faire ça, ça t'oblige à avoir une concentration extrême sur ce que raconte la personne, tu vois. T'es vraiment ultra présent avec elle pour pouvoir noter un peu ce qu'elle te dit. Et du coup, tu retiens aussi beaucoup mieux les choses, beaucoup plus que si tu fais juste que les écrire. Parce que tu auras dessiné des choses, tu les auras interprétées, tu auras volontairement enlevé des éléments, et ça t'oblige à être très concis, à virer les choses qui ne te parlent pas et marquer uniquement les choses qui te parlent, tu vois. C'est quelque chose que j'ai commencé un peu à faire avec Systemator finalement, dans le sens où, tu sais, quand on prépare un épisode comme celui-ci autour d'un livre ou un contenu, Wesley, tu vois, on peut pas tout dire, quoi. Donc on est obligé de volontairement enlever des éléments. Et ça, au début, c'est super dur, quoi. Et des fois, j'arrive à le faire, des fois moins. Et là, c'est vraiment ça, mais à l'extrême, en fait, si tu veux. Et voilà, non, c'était vraiment une super expérience et je suis très, très content d'avoir commencé à apprendre ça. Ouais, ça t'oblige à l'écoute active, quoi. T'es obligé d'être présent pendant que la personne parle et non, c'est bien. Apprendre à être concis, effectivement, même quand on s'exprime, hein, je le vois pendant les épisodes. Voilà, honnêteté radicale, maintenant c'est un mode de vie pour moi, même si c'est pas toujours facile, mais je sens que lorsqu'on s'exprime au micro, il y a des moments où c'est fluide, et il y a des moments où c'est un peu plus difficile, où on va prendre notre temps d'annoncer une idée, et on va utiliser beaucoup de mots parasites. On a tous des progrès à faire à ce niveau-là. Moi, le premier, aller droit au but. Et encore une fois, ça dépend des moments. Parfois, t'es sur scène face à un auditoire et t'as 3 minutes pour parler d'un truc, donc tu vas aller vraiment à l'essentiel. Et puis parfois, t'es avec un pote et tu converses et t'as 3 heures devant toi, donc c'est cool. Ça dépend vraiment de la situation également. Et justement, Systemator, c'est une converse avec un pote qui apporte aussi des éléments à une audience. En tout cas, c'est ce qu'on s'efforce à faire. Exactement. En tout cas, le sketch-note, je vous recommande si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et puis, ce qui est cool aussi, c'est qu'en fait, ça te fait du contenu facilement à partager. Parce que, c'est bête, mais les petits dessins. Alors, j'avoue que j'avais l'impression d'être un peu, en maternelle, tu vois. Regarde, j'ai fait un super dessin et tout, tu vois. C'était trop, trop drôle. Mais après, tu vas le mettre en ligne et puis les gens vont le partager parce qu'en fait, ça a un côté un peu sympa, tu vois, un peu peut-être naïf, tu vois, aussi un peu au début. Ça dépend de ton style. Ouais. Mais voilà, tu vois, moi, par exemple, mes bonhommes bâtons, c'est des petits robots, tu vois, par exemple. Des petits persos carrés. Ouais. Et donc voilà, c'est assez rigolo. Voilà, je pense que c'est en tout cas très sympa. Donc il y a plein de bouquins sur le sujet. Si ça vous intéresse, allez voir un petit peu là-dessus. Voilà, on arrive à la fin, mon cher Wesley. Super. Donc, n'hésitez pas à nous suivre du coup sur Systemator, le podcast, vous abonner, parlez-en autour de vous. Il y a rien que mieux qu'avoir des ambassadeurs pour nous, au-delà des petites évaluations sur Apple Podcast. Vous pouvez en parler à vos amis, dire j'ai écouté un super podcast et tout. Ça devrait te plaire, tu vois, toi qui es en train de lancer ta boîte ou qui a déjà lancé ta boîte ou qui fait ou telle chose. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment une des meilleures façons de nous aider. Et puis voilà, vous pouvez également aller sur systemator.tech. On a notre Slack, vous pouvez discuter avec nous. Et voilà, merci de votre fidélité. Et puis on se retrouve lundi prochain à 6h du matin pour les plus lève-tôt sur nos plateformes de podcast. Et puis à midi sur la chaîne YouTube Sébastien Bauer, ma chaîne YouTube 112 ventes, vous allez voir. C'est diffusé en direct à midi. Voilà, merci Wesley. Et puis merci à toi Seb, merci à vous, à la prochaine.